Bonjour. Pour cette troisième demi-journée de notre colloque La valeur positive des terres urbaines, on a eu un concours de circonstances très favorable puisque cette question des terres urbaines sont traitées par plusieurs acteurs et on a voulu qu'autour de la chaire, qu'on puisse mobiliser le maximum de personnes en Île-de-France qui sont intéressées par le sujet. Et un des projets phares de la région en ce moment, c'est le projet Cycleterre qui va arriver à sa fin bientôt. Et du coup, Sylvia et Magali, qui sont les deux chefs de projet Cycleterre, qui est une action urbaine innovante de l'Europe, ont pris l'initiative de dire qu'on veut faire cette conférence ensemble avec l'EIVP, avec ECT, dans le cadre de la chaire. Alors, la session de ce matin est consacrée au projet Cycleterre, aux principaux résultats et aussi à toutes les questions de construction en terre. La matinée, peut-être en fonction du temps qu'on va passer pour la première partie, on aura une pause, peut-être pas, on verra. Et on a aussi décidé de faire un propos introductif par Jean Dethier, qui est ingénieur. Non, je ne suis pas ingénieur. Qui n'est pas ingénieur. Je suis le rare. Qui est architecte, voilà. Et qui est auteur du livre Habiter la terre, tradition, modernité et avenir. Alors, il sera aussi accompagné par Romain Angers, qui est ingénieur, pour réagir sur certains propos de l'architecte Jean Dethier. Voilà, je vous passe la parole tout de suite pour, on va dire, 35 minutes. Inch'Allah. Voilà. Donc merci au professeur Youssef Diab et à Antoine Grimbach de m'avoir convié à ce colloque en tant qu'architecte urbaniste. Je suis ravi d'être parmi vous et parmi tant de compétences porteuses d'avenir. Je tiens aussi, en préalable avant ma présentation, à rendre hommage, hélas posthume, à l'un des vôtres, à l'un des nôtres, à l'un de mes amis, Hugo Houben, ingénieur belge né en 1944. Il nous a récemment quittés, victime du Covid. Il a été, dès 1979, le cofondateur du Cratère, avec Patrice Dehatte et Hubert Guillot, à Grenoble, au sein de l'École nationale d'architecture. Durant près d'un demi-siècle, il a été un grand pionnier de la promotion scientifique et pédagogique de la terre crue en tant que matériau écologique. Ses idées et concepts, ses expérimentations et ses écrits nombreux ont été très influents, aussi bien en France, en Europe, que dans le monde entier. Nous lui devons tous, directement ou indirectement, beaucoup de nos savoirs, et il a évidemment contribué aussi, au sein du Cratère et dans son satellite, Amaco, ici représenté ce matin par Romain Angers, à la conception initiale de l'idée d'utilisation des terres inertes du sous-sol urbain pour les transformer en un matériau porteur d'avenir. Je vous invite donc à quelques instants de recueillement pour honorer la mémoire de Hugo Houben. Ciel, quelle ville ils ont bâtie avec de la terre. Cette vignette de bande dessinée résume le propos de mon intervention de ce matin, et plus précisément en tant qu'ébauche, à ce stade encore modeste, d'un panorama transhistorique des villes et quartiers bâtis en terre crue. Et ce, en Herzberg, avec deux citations qui me semblent importantes, celle d'Edgar Morin: « Toute recherche pour notre avenir doit désormais réconcilier
une intelligence dite rationnelle et objective, avec une intelligence affective et émotionnelle, puisée aux sources vives de nos cultures. Et celle de François Barré, la quête d'une urbanité nouvelle se doit d'harmoniser l'art de faire la ville avec l'art de vivre la ville. Notre parcours ce matin va se répartir dans plusieurs régions du monde, ici en jaune, qui sont porteuses de traditions ancestrales de la construction en terre. Tout ça va se faire en rush dans le temps imparti, donc j'ai préparé pour vous tous une liste des villes que je vais évoquer qui est disponible ici dans la salle. Et pour ceux qui nous suivent en différé, il suffit de m'adresser un message à mon adresse jean.detiers@wanadoo.fr pour que je leur adresse le PDF de ce document. Notre histoire commence il y a plus de 10 000 ans lors d'un événement majeur de l'histoire de l'humanité, à l'ère néolithique, le passage du nomadisme à la sédentarité, ce qui intervient dans 5 ou 6 régions du monde, et surtout d'abord en Mésopotamie, dans le croissant fertile qui se prolongera dans la vallée égyptienne. Autant de régions fertiles en effet, mais qui ne disposent pas de ressources forestières importantes, ni de carrières de pierre. Le seul matériau disponible pour édifier architecture, habitat et ville sera donc la terre crue, et c'est là-bas, il y a plus de 10 000 ans, qu'on invente cet objet extraordinaire, le premier sans doute normalisé et standardisé, la brique de terre crue, la brique d'adobe, qui assurera un avenir universel à travers tous les continents jusqu'à nos jours, puisqu'elle est toujours utilisée telle qu'elle dans de très nombreux pays, ici au Mali. Avec cette brique s'élaborent les tout premiers habitats sédentaires il y a 10 000 ans au Moyen-Orient, qui donnent très vite naissance à des agglomérations rurales, des villages voués à l'agriculture et à l'élevage, et grâce à l'irrigation inventée, autre forme de génie rural, le rendement agricole de ces villages dépasse très rapidement les nécessités des villageois, en donnant naissance à la révolution agroalimentaire dont nous sommes toujours les usagers. Et donc, cette surproduction donne naissance à un phénomène majeur pour assurer la commercialisation notamment de ces surplus, la ville. Ici, celle de Marie, au 3e millénaire avant notre ère, très caractéristique par le fait qu'elle a une double enceinte, au centre la ville elle-même, et dans la deuxième enceinte, une périphérie vouée à l'agriculture pour assurer l'autonomie de la ville en cas d'attaque. La naissance de ces villes, et souvent de ces villes-États en Mésopotamie, donne lieu à l'émergence de 3 pouvoirs. D'abord le pouvoir royal, ici l'un d'eux, qui va inaugurer la construction de ces châteaux, de ces palais, et il ne pose donc pas la première pierre, mais porte sur sa tête le premier panier de terre, un travail colossal qui va donc donner naissance à la classe ouvrière et à des artisanats spécialisés pour assurer la construction de palais de plus en plus vastes, ici celui de Marie, dû au 3e millénaire avant notre ère, dont on peut admirer la maquette au musée du Louvre. La concurrence et l'émulation entre tous les rois de ces cités-États de Mésopotamie donnent lieu à une inflation et à des ambitions de plus en plus démesurées, et chaque palais devenant une espèce de ville dans la ville, avec en plus de la résidence du roi, les administrations qui gèrent la ville et la région et les centres religieux. Le deuxième pouvoir émergent dans la ville, c'est celui de l'armée, qui a notamment la responsabilité de construire en terre les murailles de la ville et assurer la défense des cités. Et un savoir-faire qui se manifestera pendant des millénaires et qui s'exprime ici notamment au XIXe siècle au sud de la péninsule en Oman. Ces villes de Mésopotamie sont très compactes et ont une caractéristique qu'on voit ici à l'avant-plan, c'est que les habitations sont toutes organisées autour de patios. L'invention d'une architecture introvertie, c'est-à-dire ouverte uniquement vers l'intérieur,
est spécifique à cette région, radicalement différente de notre modèle occidental qui est toujours extraverti. Le recours au patio comme source unique de lumière et d'aération est une invention géniale. On voit ici dans ce schéma que comme il n'y a pas d'ouverture extérieure, toutes les maisons peuvent être accolées aux unes aux autres et donc assurer ainsi la création d'un tissu urbain extrêmement compact, ce qui est nécessaire pour user le moins de sol possible dans l'enceinte. Ainsi naît un modèle de ville extraordinaire, radicalement différent du modèle occidental, une ville hyper compacte, composée avec tous les habitats et bâtiments, avec des patios. Et le troisième pouvoir qui naît dans ces villes, c'est celui de la religion, dont les premiers temples sont relativement modestes et horizontaux, jusqu'à ce que l'inflation, dans ce domaine elle aussi, donne lieu à l'invention de la ziggourate, une masse colossale, massive, qui a pour ambition de relier l'homme au Dieu et la terre au ciel. Voici la plus célèbre de ces ziggourates, qui a longtemps été mythique, qui est en fait une réalité scientifique et archéologique prouvée, la fameuse tour de Babel au cœur de Babylone. La voici dans son contexte où on remarque que les bâtiments les plus importants sont rehaussés d'ornements. Effectivement, les murailles sont en terre, mais ici la porte d'Ishtar de Babylone est recouverte d'une nouvelle invention, la brique cuite, dans ce cas-ci vernissée et ornementée de décors artistiques remarquables dont on peut apprécier la qualité au musée de Berlin où elle est reconstituée. Voici donc ce chef-d'œuvre qui a été la plus grande ville de l'Antiquité au Moyen-Orient, Babylone, où on a aussi inventé un autre mythe en cours de vérification scientifique, les jardins suspendus. Voici la ville dans son ensemble, son plan rectangulaire autour du fleuve, avec au centre le centre religieux, au nord le palais, et si on prend un peu d'altitude, on s'aperçoit que l'enceinte rectangulaire autour de la ville est doublée par une deuxième enceinte triangulaire qui comporte une réserve végétale, consacré en partie aux jardins pour les élites et au territoire voué à l'agriculture en cas d'attaque aussi. Tout ça donne naissance en Mésopotamie au premier réseau mondial de cités et qui se développe avec grande abondance pendant 3 millénaires entre les fleuves de l'Euphrate et du Tigre. Toutefois, le renouveau spectaculaire sur le plan scientifique de l'archéologie à partir des années 1950 révèle une agglomération beaucoup plus ancienne. On n'est plus à 3000 ans avant notre ère, mais 8000. C'est Çatalhöyük découverte en 1950 en Turquie. Cette agglomération est tout à fait atypique, comparée à ce qu'on vient de voir. Effectivement, il n'y a pas de rue. Toutes les maisons sont intégralement mitoyennes. Et donc, la circulation et la convivialité urbaine se fait par les toits, d'où on accède par des escaliers intérieurs. Çatalhöyük, donc, phénomène atypique qui est en fait une proto-ville ou une pré-cité agricole. Voici la photo de la NASA de l'Égypte. Hormis le delta, on voit bien que ce pays et cette civilisation se développent sur un très long ruban linéaire le long du Nil, sur plus de 1000 kilomètres, où s'égrènent toutes les villes et tous les villages. Et voici une vue symptomatique de ce phénomène unique au monde. Donc on sait que l'Égypte est un don du Nil, puisque les crues chaque année amènent le Liban, qui est indispensable à l'agriculture et qui constitue aussi un matériau optimal pour la construction en terre des villages et des villes, j'insiste là-dessus. Et le tout sur un ruban très étroit de part et d'autre du fleuve, puisque très vite, de part et d'autre, on a un désert de terre, de sable ou de pierre. Et c'est dans ces déserts de pierre que se construisent les pyramides. Toute la vie réelle se fait le long du fleuve, en bordure même du fleuve.
Donc la pratique de l'adobe y est très courante, et le pharaon lui-même procède à la bénédiction la première adobe pour la construction des temples. Ici, nous sommes au cœur de Memphis, la plus grande ville de l'Égypte antique, la plus célèbre, la plus glorieuse, construite en terre autour de temples, dont on va voir ici un détail. C'est celui de Luxor, dédié à Ramsès II. En blanc au centre, toute la partie monumentale dédiée au culte du mort et plus généralement des morts. La mort implique un matériau indestructible, la pierre. Par contre, tout le reste, les logements des très nombreux prêtres, toutes les réserves alimentaires, tous les locaux utilitaires, ainsi que les 2 enceintes périphériques sont entièrement construites en terre crue. Donc voici un vestige qui a subsisté jusqu'à nos jours de ce temple et qui révèle une invention majeure faite au Moyen-Orient, la voûte qui précède ou suit aussi l'invention de la coupole. Et pour en finir avec l'Égypte, au sud du pays, pour la défense, tous les forts au bord du Nil sont aussi construits en terre, et la plus grande cité militaire, Bouenne, fait de même. Si on n'avait pas inondé ce territoire pour créer le lac Nasser, cette cité serait encore largement visible aujourd'hui. On change de continent et on part au Pérou, à gauche, l'océan Pacifique. Et nous sommes ici à Chan Chan, une ville créée au IXe siècle par la civilisation Chimú, selon un concept très remarquable, puisque vous remarquerez l'organisation très quasi géométrique de ces différentes entités de quartiers. Toute la ville est construite en briques de terre, en adobe, mais qui ont la caractéristique d'être rehaussées de fresques absolument remarquables qui transforment cette ville en une œuvre d'art, soit avec différentes logiques de traitement de la terre ici sculptée. Cette même civilisation a inventé aussi des plans très géométriques, encore plus, au point que celui-ci ressemble à un tableau de Mondrian. C'est sur un modèle radicalement différent et donc plutôt organique que surgit à partir du XIVe siècle, du XIIe siècle, la capitale des Aztèques sur le site qui est actuellement occupé par la métropole de Mexico. Cette cité, Tenochtitlan, est un tour de force puisqu'elle n'est pas bâtie sur la terre ferme mais sur le lac. C'est une ville insulaire, immense, avec en son centre toutes les activités cérémonielles et de celles du pouvoir, et sur sa périphérie, toute une série de quartiers très atypiques puisqu'ils sont construits comme des îles flottantes sur lesquelles on procède à une agriculture urbaine intensive qui donne des récoltes parfois 2, 3, jusqu'à 4 fois par an pour assumer l'autonomie de la ville. Voici un plan de ces quartiers où on voit toutes ces parcelles et tous ces canaux, un système dont on voit ici une reconstitution et qui existe toujours au Mexique sous cette forme. Voici ce qui était dans sa gloire, cette cité qui, hélas, a été entièrement rasée par l'envahisseur espagnol, Cortés, qui la rase complètement en 1521. Désastre, puisque cette cité était la plus grande métropole des Amériques et estimée par les Espagnols eux-mêmes comme le reflet d'un savoir-faire exceptionnel tant sur le plan artistique que technologique. Les Espagnols investissent donc l'Amérique latine intensivement dès le XVIe siècle et ce diagramme montre qu'en un siècle seulement, ce sont 200 villes nouvelles qui vont être construites sur ce sous-continent, la plupart d'entre elles en terre selon ces plans en damier, dont voici l'une d'entre elles, très révélatrice de cette stratégie en Colombie, et avec le gros plan où on voit les maisons bâties en terre. Ce modèle est très fréquent dans toute l'Amérique latine, dans d'innombrables variantes, plus ou moins colorées, et en voici un exemplaire parmi d'autres, la ville fondée par les Portugais au Brésil, Ouro Preto, ou d'autres à travers le continent.
Ici, au Maroc, nous sommes à Marrakech, chez l'enceinte en terre, devant l'Atlas, avec ce tissu urbain qui caractérise la Médina dont je vous ai parlé, qui est l'héritier direct du savoir-faire initié en Mésopotamie 5000 ans plus tard. Marrakech a été fondée au XIe siècle, et donc avec le système des patios qui est toujours vivace, qui structure toute la ville, aussi bien dans les quartiers aisés comme ici, que dans les quartiers les plus modestes. Et revoici donc le plan de cette ville. À gauche, la Médina, dont je viens de vous montrer les photos. Au centre, le Palais Royal. Et à droite, cette partie verte, c'est la réserve agronomique et agricole, ponctuée de réservoirs d'eau, qui est elle-même entourée d'une enceinte qui protège l'ensemble de l'agglomération. Ce système est d'autant plus extraordinaire et sophistiqué à Marrakech que la ville est alimentée en eau par des centaines de canaux souterrains, des khetara, comme on les appelle au Maroc, réalisés sur le principe suivant, des canaux souterrains, qui donc captent les eaux de pluie ou de neige dans les montagnes ou dans la nappe phréatique et les acheminent sur des dizaines ou centaines de kilomètres pour assurer la vitalité des villes. Principe qu'on voit ici dans le paysage et qui a été inventé en Iran il y a plusieurs millénaires. Autre miracle de la construction et de l'eau, au sud du Maroc, les vallées présahariennes. On voit ici ce ruban, ténu ruban végétal qui se déploie dans des massifs désertiques de pierre et de sable. C'est la vallée du Dra, à l'extrême sud du Maroc, qui est ponctuée de centaines de villages construits en terre, souvent admirables. Ici, l'un d'entre eux, au bord de sa palmeraie, à l'extrême droite, la rivière. Et donc, il borde cette palmeraie linéaire sur une centaine de kilomètres, au point que ces villages, qui étaient construits à peu près tous les kilomètres, ont tendance maintenant à se rejoindre les uns les autres et à constituer une paradoxale ville linéaire à vocation rurale, un phénomène extraordinaire, qui a d'ailleurs donné lieu, grâce au génie constructif des tribus berbères qui occupent cette région, à des architectures en terre admirables. Un savoir-faire d'ailleurs très apprécié, puisque ce sont ces mêmes berbères qui ont été utilisés lors de la conquête arabe de l'Espagne pour construire le plus prestigieux, le plus emblématique des sites de la civilisation arabo-musulmane, à Grenade, l'Alhambra, qui est donc une citadelle fortifiée entièrement construite en pisé au XIVe siècle, dont voici quelques aspects très remarquables. Parmi les centaines de palais prestigieux construits par la civilisation arabe pendant des siècles, paradoxalement, le seul qui est survécu intact jusqu'à nos jours est celui construit en terre. Tous ceux construits avec des matériaux plus durables ont disparu. Et c'est donc le bâtiment, l'ensemble urbain le plus remarquable en terre qui existe en Europe, dont voici le plan. On vient de voir déjà quelques chefs-d'œuvre remarquables. En voici un qui mérite encore plus d'éloges. C'est au Yémen, le plan de la ville de Shebab, fondée dans l'Antiquité, mais dont les bâtiments qu'on voit ici datent pour la plupart du XVIIe, XVIIIe au XIXe siècle. Cette ville est un chef-d'œuvre absolu. Les Américains l'appellent le Manhattan du désert, puisque tous les bâtiments, très compacts comme vous le voyez, blottis au milieu d'une palmeraie, sont construits sur 5, 6 ou 7 étages de hauteur. Et on voit ici à l'avant-plan les briques d'adobe, seul matériau utilisé pour relever ce tour de force extraordinaire. Ce chef-d'œuvre, évidemment, est, comme beaucoup d'autres que je vais vous montrer au plus tard, classé par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité. Voici les vues plongeantes, où on voit d'ailleurs que les seuls bâtiments horizontaux au milieu de ces îlots verticaux sont les mosquées. Vue de rue.
Et si on prend un peu d'altitude en prenant cette autre photo de la NASA, on voit donc en haut le noyau historique rectangulaire, et puis au sud des extensions récentes un peu anarchiques, mais en haut à droite, un quartier intéressant, moderne, parce que plus élaboré. Comparons les deux tissus, voilà un gros plan sur le tissu urbain de la ville traditionnelle, très compact, et voici le même vue sur ce quartier moderne des années 50, tracé en damier de manière à ce que la circulation automobile puisse s'y faire. Autre ville remarquable, en Libye, Khadames, une ville qui insère la végétation, l'oasis et les palmiers au cœur même de la ville et non plus à sa périphérie. Et donc vous remarquez qu'il n'y a plus de rues puisqu'elles sont organisées sous les bâtiments et réunit ainsi l'ensemble de l'agglomération. En Chine, bien connue évidemment, est la muraille, la grande muraille, dont de longs tronçons ont été construits en terre et plus particulièrement en pisé, un savoir-faire qui a été théorisé dans de nombreux traités, qui eux-mêmes ont permis de construire plusieurs villes en terre, ou au moins leurs enceintes, comme dans le cas de cette petite ville ou de cette autre métropole. Mais en Chine, il me semble qu'il est plus important de mettre l'accent sur deux phénomènes urbains radicalement différents et qu'on ne trouve qu'en Chine. Ici, les villes souterraines, construites dans un territoire spécifique parce que son sol est composé de leuses. Il se développe sur 100 kilomètres à l'ouest de Pékin. Et voici donc un gros plan sur les maisons de ce quartier, dont voici un détail d'un quartier. Autre création majeure en Chine, celle des Toulous, qui sont donc... c'est une spécificité de l'ethnie Hakka dans le Fujian. Elle donne lieu à la construction en pisé de groupements d'habitats souvent circulaires, parfois carrés, qui regroupent plus d'une centaine de personnes. C'est donc chaque fois une famille au sens élargi du terme, avec au centre de ces constructions les lieux communautaires, les cuisines, les écoles et autres services, tandis que les habitations sont réparties sur la périphérie sur 2 ou 3 niveaux, comme le révèle aussi cette axonométrie. Le tout donnant lieu, si on prend les airs, à une forme de ruralité-urbanité très intéressante, puisqu'elle concilie effectivement une structure urbaine avec des activités agricoles. Et la vignette en question, elle servait surtout, de manière un peu naïve, à rendre hommage aux cités construites en Afrique de l'Ouest, dont la plus remarquable, la plus ancienne, fondée au IXe siècle, est au Mali, la ville de Djenné, évidemment classée UNESCO aussi, entièrement construite en terre, dès le IXe siècle. C'est la plus ancienne ville d'Afrique subsaharienne, entièrement structurée autour de sa mosquée, célébrissime. Voici la plus grande mosquée du monde, effectivement, construite en terre. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette mosquée est contemporaine. Elle a été construite en même temps qu'on a inventé à Paris le cubisme, c'est 1907. Et la ville est ponctuée de bâtiments à caractère très urbain, ici les demeures des notables. Au Mali aussi, d'autres villes ont été fondées ex nihilo au XIXe siècle, et cette fois un peu comme je vous l'ai montré à Chibam, sur des plans orthogonaux. Flashback et revenons au Moyen-Orient pour montrer comment, depuis 10 000 avant notre ère, s'est transférée vers l'Europe la révolution néolithique, et donc les pratiques de l'agriculture et de l'élevage, et en même temps l'instauration de la sédentarisation. Vous remarquerez qu'il y a 2 circuits, un par l'intérieur des terres, le long du Danube, et qui arrive en Scandinavie, en Angleterre, et jusqu'au nord de la France, 5 millénaires plus tard, la progression est lente, et une autre par les circuits maritimes,
qui irrigue l'Espagne, l'Italie, etc., et qui arrive en France. Ce phénomène aboutit à un autre phénomène extraordinaire, c'est que la France est le seul pays au monde à avoir sur son territoire les 3 techniques principales de construction en terre. En haut, le torchis, donc structure bois remplissage terre, et au sud, sud-est, sud-ouest, soit le pisé, soit l'adobe. Et donc, c'est par la voie du nord, le Danube, qu'a été importée notamment de Crète l'idée de construire des maisons avec une structure bois, avec le remplissage terre, et c'est ainsi que nous héritons aujourd'hui de villes conçues sur le même système, ici Rouen et Strasbourg, elle-même capitale culturelle de l'Europe. 1789, Révolution française et révolution architecturale, puisque un modeste maçon lyonnais nommé François Cointreau va être le premier bâtisseur de l'histoire de l'humanité à théoriser et réaliser des architectures en terre selon une nouvelle méthode qu'il appelle le nouveau pisé. Cointreau publie beaucoup de livres qui sont d'ailleurs traduits immédiatement dans une dizaine de langues à travers l'Europe et le monde, ce qui fait que Cointreau est, au niveau international, l'architecte français le plus influent du siècle des Lumières à travers le monde. On lui doit, outre ses concepts de maisons rurales et urbaines, des projets de bâtiments destinés aux grandes villes, en particulier cette manufacture de coton pour Lyon, qui est, comme chacun sait, un grand centre des tissus. Et c'est d'ailleurs à Lyon même, dans le quartier de la Croix-Rousse, classé UNESCO aussi, que s'édifient, selon ses principes, les bâtiments construits en pisé à partir des années 1830 sur 4, 5, 6 niveaux. C'est le quartier le plus haut bâti en terre en Europe, c'est-à-dire avec le même gabarit que celui qu'on a vu à Schiebam. Modèle de Cointreau qui va être adopté en Allemagne, avec ses immeubles de 7 niveaux, notamment édifiés dès 1830 à Weilburg. Influence aussi de Cointreau qui se manifeste dans toute l'Europe, jusqu'en Suède, dans les cités-jardins bâties à la fin du XIXe siècle. Cointreau, fête de sa gloire, reçoit de Napoléon la commande d'une ville nouvelle qui s'appellera évidemment, qui devait s'appeler Napoléonville. Mais vu le sort de la bataille de Waterloo, ce projet est hélas abandonné, tandis que le sultan du Maroc, Hassan Ier, quelques années plus tard, réussit lui à construire une ville nouvelle, plus vaste d'ailleurs, qui s'appelle Tiznit, et qui, vu son rôle stratégique, est toujours entourée de puissantes défenses en pisé. 1940, début de la Deuxième Guerre mondiale, exode massif à travers la France. Le Corbusier, bétonneur de talent bien connu, change de peau, change d'esprit et assume une mutation radicale. Il publie en 1940 un livret intitulé Les Murondins et retrouve à cette occasion des connaissances basiques. Le Corbusier retrouve les vertus de la brique de terre en adobe et même, au bas du dessin, celle du pisé. Et pour assumer en urgence extrême les besoins des réfugiés, il conçoit les murondins, donc des murs en pisé couverts de rondins en bois. Mais après la guerre, il dépasse ce primitivisme pour élaborer un projet extrêmement sophistiqué, le seul de sa carrière entièrement conçu en pisé pour 300 logements en Provence, projet élaboré dans toutes ses phases jusqu'en 49, mais qui, hélas, ne verra pas le jour du fait de l'opposition acharnée des habitants de la région qui se sont opposés à ce que ce projet se construise sur un site sacré qui était la Sainte-Baume. En 1963, à Marrakech, un ingénieur des ponts et chaussées français, Alain Masson, construit ce qui est alors le plus grand quartier urbain au monde, entièrement bâti en terre crue. Si le résultat est décevant sur le plan urbanistique, vu la raideur du dispositif,
C'est un immense succès sur le plan politique et social. Et c'est une date dans l'ampleur des opérations qui sont désormais réalisées en terre. Dès 1936, aux États-Unis, se réalisent des manufactures pour produire massivement l'adobe, qui permettent dès lors la construction de villas de luxe en terre, surtout au Nouveau-Mexique et en Californie. Mais il faut attendre 1972 pour que l'architecte Antoine Prédoc réalise dans la banlieue d'Albuquerque, la capitale régionale, un remarquable quartier, La Lousse, dont voici le plan masse, une soixantaine de maisons mitoyennes en bande, qui est un modèle nouveau qui s'oppose à celui de la suburbia américaine. On voit à l'avant-plan les murs en adobe, qui sont ensuite enduits de terre, et qui donnent lieu à un projet tout à fait remarquable. En 1977 est inauguré à Paris le Centre Pompidou, qui est alors le premier grand musée international d'art moderne et contemporain, qui inclut un département chargé de l'architecture et de l'urbanisme. J'ai la chance dès le début d'être recruté dans l'équipe en tant qu'architecte conseil du Centre Pompidou, et à ce titre chargé de la conception et de la réalisation d'une vingtaine d'expositions sur l'architecture et l'urbanisme pendant les 30 ans où j'y étais. L'une d'entre elles, que j'ai inaugurée en 1981, s'appelait « Des architectures de terre ou l'avenir d'une tradition millénaire ». C'est la première fois que ce genre d'architecture en terre entrait dans un musée. Sa muséographie se voulait spectaculaire, avec une première partie dédiée à la redécouverte des patrimoines vernaculaires ou historiques bâtis en terre à travers le monde entier, et à travers aussi de nombreuses œuvres d'art que j'ai prêtées ou commandées. Et une deuxième partie de l'exposition qui présentait tous les exemples de modernité construite en terre depuis Cointreau jusqu'à nos jours. Et une troisième partie qui était militante et qu'on délibérément consacrée à une promotion de l'idée qu'il convient, qu'il est indispensable, pour des raisons notamment écologiques, de moderniser la construction en terre. Le succès de cette exposition a été remarquable, puisque cette exposition a circulé pendant 16 ans sur 4 continents et a ainsi cumulé un record sans précédent de 3 millions de visiteurs. La presse en France a été extrêmement enthousiaste. La presse professionnelle, dont voici un exemple, c'est la revue de l'habitat social, est un peu plus réservée, intéressée mais réservée, et donc la terre, matière d'avenir, point d'interrogation. Et donc, mon ambition était à ce moment-là, en 81, de dépasser le seul stade de l'information par une exposition et de l'associer à une stratégie de valorisation de la terre, d'où est venue l'idée, qui m'est chère, de compléter l'exposition par un passage à l'acte, une démonstration en vraie grandeur que cet usage de ce matériau est désormais possible avec des techniques rénovées et actualisées. J'ai donc ainsi été amené à initier la construction d'un quartier de 62 logements d'habitat social au sud de Lyon, sur la commune de Villefontaine, où est actuellement aussi groupée une antenne du cratère, les grands ateliers et Amaco. Ce quartier se développe comme une petite cité-jardin sur 2 hectares, et en voici la photo aérienne qui révèle la diversité des solutions architecturales que nous nous sommes efforcés d'adopter. On a donc fait un concours national d'architecture en choisissant non pas un architecte, mais 10 équipes pour multiplier les solutions utilisant différents matériaux, pisé, adobe et autres, sous différentes formes, avec des bâtiments de 2 à 5 niveaux, dont le plus connu est sans doute celui-ci. Cette opération s'est révélée être un grand succès, et notamment a révélé une évolution sémantique constatée dans la presse professionnelle française, puisque
En 1980, la revue que je vous ai montrée titrait « La Terre est-elle un matière d'avenir ?» Point d'interrogation. Et 5 ans plus tard, après l'inauguration du domaine de la Terre, puisque tel est le nom de ce quartier, la Terre, terre d'avenir. On est donc passé de ça à ceci, et donc c'est la couverture un nouveau numéro de la couverture de la revue nationale de l'habitat social, qui a en haut titre, à l'occasion de l'inauguration en 1985, dans la ville nouvelle de l'île d'Abo du domaine de la Terre, le premier quartier d'habitat social d'Europe entièrement bâti en terre. Ce numéro est dédié aux divers atouts en jeu de cette technologie d'avenir. Cette réalisation a été rendue possible grâce aux compétences scientifiques et techniques du cratère, et en particulier de ces 3 pionniers fondateurs qui m'ont apporté un secours considérable, sans lequel ce ne serait pas matérialisé. Au centre, Patrice Dehatte, à gauche, Hubert Guillot, et à droite, le regretté Hugo Huben. Et nous voici donc au terme de cette aventure, avec l'actualité de vos prestations pour valoriser les terres inertes de la région, dont j'ai compris qu'elles allaient, que l'unité de Sevran allait entrer en fonctionnement cette année, et qu'elle allait donc pouvoir permettre dès l'année prochaine l'amorce de la construction de ce nouveau quartier au bord de la Seine, aux portes de Paris, à quelques distances de la Bibliothèque nationale de France, ce quartier qui sera unique au monde par son ambition et sa taille, en étant mixte, habitat et différentes fonctions, et en utilisant les nouveaux produits en terre que vous réalisez. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, Monsieur Détier, c'était passionnant. J'ai eu des retours par quelques amis, par téléphone, par SMS, en disant que ça passait super bien au niveau de la retransmission. Et, alors, par contre, j'aurais une question ou deux, mais s'il y a d'autres questions dans la salle, je peux les prendre. La première partie de la présentation, c'était très orienté vers les pays chauds. Et du coup, je suis persuadé que c'est là où c'est né, c'est là où c'est développé. Mais par contre, le fait que ça arrive en Occident très tard, vous l'expliquez comment? À part les questions climatiques, est-ce qu'il y a d'autres explications? Après, je laisserai la parole peut-être à Romain, peut-être qu'il va compléter en 2-3 minutes l'exposé, je vais oublier. Vous avez raison de remarquer que la plupart des villes que j'ai vues, qui presque toutes sont classées au patrimoine mondial d'ailleurs. Oui. Vous avez raison de faire remarquer que la plupart de ces villes sont construites dans des climats plutôt chauds. Il y a quand même des exceptions. Hein. En Chine, si les villes souterraines que j'ai montrées sont effectivement creusées dans le sol, c'est pour se protéger du grand froid. Oui. Donc il y a des exceptions. Et il y a des projets que je ne vous ai pas montrés, notamment le projet pionnier de Frank Lloyd Wright, le plus grand architecte américain, qui en 1939 conçoit une cité ouvrière pour les ouvriers de l'industrie automobile à Detroit. C'est un climat absolument glacial en hiver. Bon, maintenant, votre question était haute, c'était pourquoi est-ce que cette transmission a été aussi lente? Ben, ça nous semble lent parce que nous sommes dans une civilisation exacerbée par la vitesse. Effectivement, le transfert d'un savoir-faire aussi simple apparemment que l'agriculture et l'élevage, qui a mis 5 ans pour passer du Moyen-Orient à l'Europe, est extraordinaire. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que le savoir-faire constructif a été véhiculé à l'ère néolithique en même temps que le savoir-faire de l'élevage et de l'agriculture, puisque c'est lui qui était garant de la sédentarisation, et que seule la sédentarisation nécessitait la construction d'habitats fixes, donc de villages et puis de villes. Ok. Romain Roger, oui, tu parles. Oui. Je peux l'enlever.
Pour la caméra, c'est mieux que si tu te mets en haut. D'accord. Alors, Romain, il va apporter un témoignage court sur l'intervention de Laure Dethier. Merci. Alors moi, j'ai la lourde responsabilité à la base de couper un peu Jean. Mais ça n'a pas été possible finalement, j'ai pas pu. Voilà, je pense que Jean, de toute manière, c'était très bien de lui donner la parole, puisque t'as quel âge, Jean, aujourd'hui ? La semaine prochaine, 82 ans. Voilà, 82 ans. Et Jean, au niveau mondial, alors il a parlé de Hugo, de Patrice, de Hubert, c'est une des personnes qui a le plus de savoir par rapport à la construction en terre, l'architecture de terre. Quand on va chez lui dans son appartement, c'est rempli de livres sur le sujet. Et ce qu'il vient de faire, bon, moi je connais bien le sujet, hein, et j'ai découvert plein de trucs encore aujourd'hui. C'est-à-dire, voilà, mine de rien, ce que vous venez de voir là, c'est une petite synthèse que, à part Hubert Guillot a déjà peut-être fait des synthèses comme ça, mais sur vraiment la question de la ville, la terre et la ville. Et c'est ça la question nouvelle aujourd'hui pour nous. C'est ça la question, l'objet du colloque, c'est celui-là. Il y a quelques années, jamais on aurait pensé que c'était possible aujourd'hui de construire des quartiers urbains en terre crue. Le champ de la construction en terre, hein, pour nous, au mieux, c'était des magnifiques bâtiments individuels d'architectes. Et ce qui est en train de se jouer là, c'est la question de la ville. Je sais pas si j'ai l'impression que ça marche pas le micro. Si ça marche. Et ça, c'est une question vraiment intéressante parce que ce que montre Jean, c'est que oui, il est possible de faire des villes en terre. Et d'ailleurs, ça s'est toujours fait. Nous, on a arrêté de le faire parce qu'avec l'ère industrielle, on est encore aujourd'hui dans la parenthèse historique des énergies fossiles qui va s'arrêter. On va le vivre, hein, notre génération va le vivre. Est-ce que c'est dans 10 ans? Est-ce que c'est dans 20 ans? Est-ce que c'est dans 30 ans? Ça, on ne sait pas trop le dire. Mais on est sûr qu'on va le vivre. Ma génération va le vivre, etc. Et du coup, c'est ce qu'on voit dans tout ce que nous montre Jean, c'est qu'une fois qu'on n'a plus de pétrole, parce que tous ces exemples-là, c'est des exemples qui ont été faits sans énergie fossile. Ça c'est important parce que je pense que la vie à Paris et le Grand Paris tel qu'il est aujourd'hui, le jour où on arrête les énergies fossiles, elle n'est plus possible comme elle se fait aujourd'hui. Et ce que Jean n'a pas tellement dit, mais qui ressort pour moi de sa présentation, c'est que cette question des villes sans énergie fossile, on voit que naturellement, on va avoir besoin de les faire en terre, mais aussi en pierre, en bois, en fibre végétale. On ne va pas avoir le choix. Mais ce que montre Jean aussi, c'est que c'est des systèmes intégrés. Il nous a parlé de certaines villes qui gèrent la question de l'eau. L'eau, c'est comme le pétrole, hein, c'est une ressource majeure pour les années à venir et qu'il faut penser. Et la ville du Grand Paris, c'est pas juste la faire en terre, c'est se poser la question, et l'eau, comment on va faire l'eau avec le réchauffement climatique, etc. Comment on va vivre dans Paris en 2050 si on a des difficultés par rapport à l'eau. Il a montré aussi des systèmes intégrés par rapport à l'agriculture. Aujourd'hui, je pense que quand on est ingénieur, comme moi, ou architecte, et qu'on pense la question du bâtiment dans les 30 ans qui viennent, on ne peut pas le faire sans penser la question agricole. Et la parenthèse des énergies fossiles, elle a fait... il faut que je m'arrête. Elle a fait l'exode urbain au XXe siècle. Hein. C'est ça qui a façonné notre société avec la transition agricole, etc. Et si on pense Paris, dans 30 ans, il faut aussi qu'on pense ça. Je pense qu'on est déjà en train de le vivre là, avec le Covid. Je pense dans les 10 ans et les 20 ans qui viennent, on va avoir, j'ai parlé de l'exode urbain, c'est l'exode rural, et on va avoir l'exode urbain. Donc le Grand Paris, est-ce que ça sera quelque chose qui va s'agrandir, etc. Je ne sais pas. Mais voilà, je m'arrête là. On parlera du Grand Paris à un autre moment parce que c'est un sujet complexe et long. Alors, du coup,
Merci Romain, merci beaucoup, merci Jean. Bravo à vous tous, surtout d'entreprendre cette grande étape nouvelle de l'urbanisation. Vous êtes des pionniers essentiels.